So it's my great pleasure now to welcome Adam Elgar, who is Associate Professor at the Princeton University. Adam has chiefly written on issues relating to the theory of knowledge and the philosophy of probabilities and philosophy of science. He is also the author of several articles that now become classics in the area of the epistemology of disagreement. So it is great pleasure that I hand the floor to him, even though I fear that he has a bad piece of news to give us, because he's going to tell us, don't trust anyone, not even yourself, and therefore not even you, Adam. Thanks so much. Merci beaucoup. Inspiré par Paris, j'ai abandonné mon discours de philosophie et j'ai décidé de vous raconter trois nouvelles courtes. La première tire son inspiration d'un document de David Christensen et le titre, c'est « La rationalité exige de l'incohérence ». Alors, je vais beaucoup dessiner au tableau et mon écriture n'est pas brillante. Et donc, si vous voulez avancer pour mieux voir, faites-le. Ne vous souciez pas de gêner les gens. Approchez-vous si votre vision n'est pas suffisamment bonne. Un jour, Joe s'est réveillé et il a ouvert sa porte et dehors, il y avait 1000 logiciens. Ils étaient tous en train de sincèrement hurler une chose, et cette chose était une déclaration fausse, compliquée, mais logique, que j'illustre ici par R et non R. Alors, Joe a fait confiance à ses logiciens et a donc répondu « Peut-être ». Et donc, Joe en vient avoir une certaine bonne référence auprès de ces gens que, effectivement, ce que disaient ces logiciens était juste. Et donc, Joe est devenu incohérent, puisqu'il est incohérent d'accorder un quelconque crédit à un mensonge logique ou à quelque chose de faux qui est logique. Alors, la rationalité, parfois, exige néanmoins que l'on soit incohérent. Histoire suivante. Et cette histoire s'appelle « L'incohérence peut se comprendre comme de la fragmentation ». Et c'est basé sur les travaux d'Agustín Reo de MIT. Dans le récit précédent, le conte précédent, je disais que Joe a commencé à croire un mensonge logique, mais cela est quelque chose qui intrigue parce qu'il n'est pas évident
de pouvoir croire quelque chose de faux qui est logique. Imaginons que votre programme informatique est un programme de robot et votre travail est de programmer un robot, de croire qu'il pleut alors qu'il doit aussi croire qu'il ne pleut pas. Comment le programmer? Alors, bien entendu, vous pourrez dire que le robot va dire « il pleut et il ne pleut pas ». Et certainement, si vous avez programmé le robot que quelqu'un lui demande « est-ce qu'il pleut et il ne pleut pas ?» le robot va répondre « oui ». Mais que dit-on au robot quand il doit décider s'il faut sortir ou non son parapluie? Quel est le choix de bottes qu'on va lui proposer quand on croit qu'il pleut et qu'il ne pleut pas? C'est un peu surprenant. Et donc, il n'est pas évident de voir ce que c'est de croire un mensonge ou un faux logique et qu'est-ce que veut dire cette incohérence. Et alors, voilà, l'histoire suivante nous aide à cela, et c'est quelque chose de comique. Frank est vraiment au désarroi. Il cherche tout autour de lui pour quelque chose qu'il a perdu dans son sous-sol. Et dans son sous-sol, il fait sombre, et donc il utilise sa lampe torche pour éclairer. La femme de Frank appelle vers le sous-sol, « Chérie, que cherches-tu » Et Frank répond, « Je cherche ma lampe de poche. » Voilà, ça c'est la partie, vous êtes censé rire là, hein, parce que ça c'était censé être rigolo. Or, avant que Frank prenne conscience de ce qui se passe, est-ce qu'il croyait qu'il avait sa lampe de poche dans la main? Oui et non. Dans un certain sens, il le croyait qu'effectivement, il avait sa lampe de poche en main. Par exemple, dans le but pour choisir comment bouger son bras, il croyait qu'il avait sa lampe de poche en main. Après tout, il était en train de déplacer son bras dans un sens qui n'était intelligent que dans la mesure où on a justement en main une lampe de poche pour éclairer quelque chose. Mais il y a d'autres aspects de ces dispositions n'ont de sens que s'il ne le croyait pas, qu'il croyait ne pas avoir la lampe de poche en main, parce qu'il n'avait aucune raison d'être dans le sous-sol en train de chercher quelque chose s'il avait déjà sa lampe de poche. Alors, la condition de croyance de Frank est divisée, ou disons fragmentée. Et je vous propose qu'il est possible de comprendre des conditions incohérentes de pensée comme étant des pensées fragmentées. Et voici la réponse donc à la question de ce qu'il faut pour mettre de la crédibilité à un mensonge logique, ou ce qu'il faut pour croire qu'à la fois il pleut et ne pleut pas. Ce qu'il faut pour croire qu'il pleut et ne pleut pas et d'être confus au sujet de la pluie. C'est d'avoir deux pensées, d'avoir dans un sens, d'être dans une situation de croire que sous certains aspects il pleut et sous d'autres aspects il ne pleut pas. Tout comme Frank, à certains égards, eh bien, je vais écrire la tête de Frank ici. Tout comme Frank, à certains égards, croit qu'il a en main sa lampe de poche et d'autres ne croient ne pas l'avoir. Voici une image de ce qui se passe dans la tête de Frank. Alors, Frank, il y a une partie ou un fragment qui croit j'ai perdu quelque chose. Trouve-le. Trouve-le avec
une lampe de poche. And there's another part Et of puis, il y a une autre partie de lui qui croit my flashlight ma lampe de poche is in my hand. est dans ma main. Oh, I'm sorry. Non, I've lost pardon. something. Non, Find it. j'ai perdu quelque. Voilà le fragment. J'ai perdu quelque chose. Trouve-le. Voilà le fragment qui ne réalise pas. Ah, sorry. Non, pardon. I've lost my flashlight. J'ai perdu. Non, voilà. J'ai perdu ma lampe de poche. Find it. Trouve-le. This is the fragment. Et voici le fragment qui ne réalise pas qu'il a la lampe de poche en main. Et un autre fragment qui réalise qu'il a cette lampe de poche en main And just et qui croit simplement lost something. qu'il a perdu quelque chose. Et il va se servir de la lampe de poche pour le trouver. Okay. Voilà. These fragments conflict. Ces fragments sont en conflit et la proposition à partir de cette histoire est qu'il faut comprendre les croyances incohérentes comme étant de la fragmentation. Chapter 2. Chapitre 2. Frank has a wife. Frank a une épouse qui est philosophe. Here's a picture of her head. Voici une image de la tête de sa femme. She encountered a strange scenario. Elle a été confrontée l'autre jour à un drôle de scénario. Elle est en train de regarder une horloge Clock said et l'horloge 3 disait 3 heures. She, on that basis, Sur cette base, elle en est venue à croire qu'il était 3 heures et c'est de manière tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, elle avait raison. Elle a regardé l'horloge exactement à 3 heures. Mais un peu plus tard, elle a pris conscience que l'horloge s'était arrêtée, que c'était un accident, qu'elle avait appris l'heure, la bonne heure, au bon moment. Elle a appris en passant was justified in qu'elle était justifiée dans sa croyance, qu'elle était vraie, mais no. qu'à l'époque, elle ne savait pas qu'il était 3 heures. She forgot about this Elle avait oublié cela. realization. Elle a oublié cette prise de conscience, mais il y a une partie d'elle Asked about qui, that situation si on lui avait demandé une question là-dessus, aurait été amenée à répondre in that situation. dans cette situation que j'appelle S. I had justified true belief, J'avais une connaissance véridique justifiée but qu'il était 3 heures, did not know. mais je ne savais pas qu'il était 3 heures. Susan is an epistemologist. Suzanne est une épistémologue et elle a aussi des vues générales sur l'épistémologie. Et si vous ajoutez un moment à un autre, qu'est-ce que la connaissance? Elle vous aurait répondu, eh bien, la connaissance, Justified true belief. c'est une croyance véritable, justifiée. Susan's state of mind is Et usually donc, elle aussi, elle a une pensée fragmentée directly answering questions. pour le but de répondre directement aux questions concernant la situation S. Elle croit qu'elle a une connaissance véridique justifiée, mais pas la connaissance dans la situation S. Et donc, cela dit en passant, Is not. la connaissance n'est pas équivalente d'une croyance véridique justifiée. Mais il y avait un autre fragment, Part of her une partie d'elle, disons, qui était responsable de répondre à des questions générales d'ordre épistémologique to knowledge being et qui, en fait, était engagée envers le fait que la connaissance était une croyance justifiée, véridique, et donc était, en fait, amenée à un verdict contraire concernant la situation S. Notice that in these cases of Remarquez que dans ces cas de fragmentation, nous pensons jointly controlled by their que une personne est conjointement contrôlée par ses fragments. Dans le cas de Frank et de sa lampe torche, are controlled ses mouvements, les mouvements de ses mains, flashlight in his hand. sont dirigés par le fait qu'il pense qu'il a une lampe torche dans la main, There is hands. dans ses mains. His more global Il- motion
Mais, donc, ça c'est le mouvement de ses mains. Mais ces mouvements plus globaux, chercher quelque chose dans son sous-sol est dirigé par le fait, cette autre partie, cet autre fragment qui pense qu'il a perdu quelque chose dans le sous-sol. Donc c'est dirigé par ce fragment. Même chose pour sa femme, qui est épistémologiste. En réponse à certaines questions, c'est ce fragment-là à gauche qui va prendre la direction. Mais dans d'autres cas, ce sera l'autre fragment à droite qui va diriger ses mouvements, ses actions. Et le chapitre 3, c'est l'ami de l'épistémologue. Non, pardon. Nous sommes à la fin de l'histoire 2 et nous passons à l'histoire numéro 3 qui est la fragmentation illumine le désaccord. Alors, Suzanne a une amie qui est également épistémologiste. Et l'ami lui donne une argumentation. Le premier prémisse est S. Susan Susan n'a pas de connaissances. Deuxième prémisse en S. Susan a une croyance réelle justifiée. Conclusion. La connaissance n'est pas la même chose qu'une croyance réelle justifiée. Alors l'ami dit cette argumentation à Susan pour qu'elle arrive à résoudre cette incohérence dans ses croyances. Et quand on pense que les gens ont un état d'esprit fragmenté, cela nous permet de comprendre ce qui autrement serait très mystérieux, à savoir pourquoi et quand cette argumentation peut servir dans le cas d'un conflit. Mettons que Susan voit l'argumentation. Elle remarque, grâce à l'argumentation, qu'il y a une tension entre les deux parties de son cerveau. Et donc, elle résout la tension, le conflit entre ces deux fragments de son... Elle résout le conflit en faveur de ce fragment, là, ici, à gauche, et elle cesse de croire que la connaissance est une croyance vraie, justifiée. Une croyance réelle justifiée. Mais ça aurait pu être l'inverse. On peut avoir connaissance d'un contre-exemple, et à ce moment-là, on revient à la théorie générale, c'est-à-dire que l'on garde le cas particulier. Bon, donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je crois que le fait de comprendre la fragmentation de notre cerveau nous permet de comprendre ce qui se passe, c'est comment comment cela peut permettre aux gens de se convaincre. Il y a un autre avantage à examiner le désaccord à la lumière de la fragmentation, parce que cela ça permet de comprendre comment nous pouvons être davantage persuadés par le désaccord de gens qui, par ailleurs, partagent beaucoup de nos croyances, jusqu'à la question controversée. Par exemple, le fait d'être végétarien.
Par exemple, vous parlez de cela avec un de vos amis. Un de vos amis partage beaucoup de vos croyances sur le végétarianisme qui sont vraies. Par exemple, la personne aura les mêmes principes de traitement égal. Cette personne pense comme vous que les animaux ressentent la douleur. Si vous vous apercevez que votre ami est arrivé à la conclusion opposée de la vôtre pour ce qui est de savoir s'il faut ou non devenir végétarien, ça va vraiment vous remuer. D'autre part, supposez que vous ayez un autre ami qui ait des croyances complètement différentes sur le fait d'être végétarien, qui pense qu'après tout, les animaux ne sont que de petits robots et que cette personne pense que les humains ont des droits parce que Dieu les a mis sur terre, par exemple. Eh bien, cette personne vous paraîtra beaucoup moins convaincante. Alors, cela fait sens, cette fragmentation a un sens parce que lorsqu'un ami, parce que considérez que vous ayez donc cette question controversée à résoudre. Vous avez un certain nombre de principes dans lesquels vous croyez et qui peuvent être pertinents vis-à-vis de la question controversée. Mais vous vous rendez compte que vous êtes imparfait pour ce qui est de détecter les tensions entre votre opinion sur la question controversée et toutes ces questions de principe, tout ce contexte. Et donc, les personnes qui ont les mêmes principes sous-jacents vont arriver à des conclusions différentes. Ce qui tend à démontrer que votre conclusion à vous est incompatible avec ces principes de fond. Et ça va exercer sur vous une pression d'ordre rationnel pour changer d'avis sur la question controversée. D'autre part, supposez que votre autre ami ait des principes de fond complètement différents. À ce moment-là, s'apercevoir que cette personne a des conceptions très différentes des vôtres sur le fait d'être végétarien, eh bien, ça n'aura pas vraiment beaucoup de conséquences évidentielles. Ça ne va pas vous donner de raison de croire que votre opinion sur cette question est en tension, en conflit avec vos principes. Et ainsi, vous aurez moins tendance à essayer de changer vos croyances. Alors, nous avons le temps de voir une autre histoire de fragmentation et un autre schéma. Et je conclurai là-dessus. Klein a parlé de la croyance. Alors, l'image était la suivante. Toutes vos croyances peuvent être représentées comme une immense toile d'araignée. Ce qui les change, ce qui les modifie, c'est l'expérience sensorielle. Mais ça a été attribué à Quine que aucune de ces croyances, aucune, n'est totalement immune vis-à-vis de la révision. Hier, nous en avons discuté pendant la conférence. Nous avons vu qu'il y avait un problème au sujet de cette pensée. Le problème étant, qu'en est-il des règles qui spécifient comment, en changeant une partie de la toile d'araignée, on peut modifier d'autres parties? Pour Quine, il y a un dilemme. D'autre part, si ces règles sont au-delà de la possibilité de révision, il y a quelque chose de toute façon qui est au-delà de la révision. Et d'autre part, si ces règles elles-mêmes peuvent être sujettes à révision, si ces règles peuvent être révisées,
si ces règles elles-mêmes peuvent être révisées, ces règles sont incohérentes parce qu'aucun système cohérent de règles d'induction, de règles inductives, spécifie que ce système peut être rejeté au profit du système adverse. Alors là, on a un problème. Mais la première histoire nous donne une réponse satisfaisante. Dans la mesure où la rationalité exige l'incohérence de toute façon, requiert l'incohérence, et comme, ainsi que nous l'apprend la deuxième histoire, on peut penser que l'incohérence c'est de la fragmentation, eh bien, il nous faut une fragmentation pour résoudre le conflit. Donc, cela ouvre la voie et on peut penser que toutes nos croyances ne sont pas soumises à la même règle de révision. Donc, en fait, la révision en elle-même peut être incohérente. Et si la toile d'araignée en elle-même est incohérente, il est possible, c'est compatible, que chaque morceau de cette toile d'araignée, absolument chaque morceau, puisse être soumis à révision. Alors, nous payons un certain prix pour être incohérent. Mais également, c'est un grand avantage, car cela ouvre la voie pour que chaque fragment de sa connaissance puisse être soumis à l'argumentation. Et si l'on considère que les croyances sont fragmentées, la consistance, la cohérence en prend un coup, parce que quelqu'un qui croit vraiment ne verra pas son opinion changée par un fragment de raisonnement. Alors, attendez. Les argumentations n'ont une force de convaincante pour un auditeur que si elles tirent avantage du fait qu'il y a une certaine incohérence dans l'état d'esprit de celui qui écoute. Donc on perd quelque chose en étant incohérent, certes, mais on gagne aussi quelque chose dans le non-dogmatisme. Morale de l'histoire. La meilleure façon de comprendre le désaccord entre les gens, c'est de comprendre le désaccord qui existe en vous-même. Merci de votre attention.